Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis que nous puissions discuter aujourd'hui de ce sujet vital et qu'il n'ait pas été remis à plus tard du fait de la crise sanitaire qui a touché notre pays. Au contraire, comme l'ont souligné beaucoup d'observateurs, et notamment le Défenseur des droits, le confinement a rendu les inégalités familiales plus perceptibles. Le déconfinement représente également un nouvel enjeu pour les services sociaux après 2 mois de liens distendus avec les mineurs placés. À l'issue de mon expérience de professeur et à la suite des auditions et des visites que j'ai eu l'occasion de mener en tant que sénatrice, cette proposition de loi s'adresse à 2 types de vulnérabilité chez l'enfant. La première est liée à de graves dysfonctionnements de la cellule familiale de l'enfant et dans laquelle l'enfant naît. Elle touche des mineurs de toutes les tranches d'âge. La seconde est plus récente et elle résulte de l'isolement d'adolescents envoyés en France à la suite d'un projet familial construit autour et pour eux. Ces 2 cas de figure ont en commun de bouleverser le développement de l'enfant en le mettant face à des choix et des responsabilités inadaptés à la maturité communément admise à son âge. Ces 2 types de vulnérabilité présentent également des défis inégaux dans nos départements dont nous connaissons les limites budgétaires. Inévitablement, les déséquilibres démographiques sur notre territoire se traduisent également par des dépenses très variables d'un département à l'autre. À l'échelle nationale, les besoins de la protection de l'enfance n'ont cessé de croître ces dernières décennies, à la fois parce que nos exigences de protection ont augmenté, ce qui est positif, mais également avec l'émergence de nouveaux profils de mineurs vulnérables, tels les mineurs isolés étrangers que j'évoquais. Il serait près de 40 000 aujourd'hui pour 300 000 enfants concernés par l'ASE. Il me paraît nécessaire que nos institutions s'adaptent à cette réalité sociale que nous ne pouvons continuer à ignorer. En formulant ces propositions, nous nous sommes donc attachés à nous départir de tout dogmatisme, à ne pas juger les circonstances qui ont produit ces vulnérabilités, mais simplement à constater leur existence et à tenter de concevoir les outils pragmatiques destinés à pallier chacune d'entre elles. L'histoire est une galerie de tableaux où il y a peu d'originaux et beaucoup de copies, écrivait Tocqueville. Beaucoup de ces propositions reprennent des pistes déjà évoquées dans le passé en les approfondissant et en les associant pour former une stratégie cohérente autour du renforcement du recours à l'adoption simple qui est au cœur du dispositif à l'article 3. Jusqu'à présent, la politique française de l'aide sociale à l'enfance s'articule autour d'une alternative qui ne me paraît pas satisfaisante. Soit la préservation des liens biologiques exclusifs, soit l'adoption plénière et l'effacement de ces liens biologiques. Cette dichotomie forte me semble de nature à accroître le dilemme des adultes accompagnant l'enfant, juge, assistant social, conseil de famille. Pour une raison qui m'échappe, l'adoption simple continue d'être une forme très peu proposée alors qu'elle existe depuis 1804. La loi de 2016 l'a récemment réformée pour prévoir qu'elle ne peut être révoquée qu'à la majorité de l'individu. Contrairement à l'adoption plénière, le lien avec la famille biologique est donc maintenu. L'adopté peut en conserver le nom, auquel s'ajoute celui de la famille adoptante. La famille biologique d'origine conserve d'ailleurs l'obligation de le nourrir, dans le cas où la famille adoptante ne pourrait plus y subvenir. Pour le parent biologique, cette solution pourrait s'avérer moins déchirante et permettre une meilleure coopération avec les services sociaux. L'adoption simple permet, qui plus est, d'établir des liens juridiques plus durables et plus étoffés qu'entre le mineur et une famille d'accueil, rétribuée pour cela, ou un tiers digne de confiance dont l'enfant ne porte pas le patronyme et qui ne se double pas nécessairement d'une délégation de l'autorité parentale. La superposition des liens biologiques et de nouveaux liens affectifs me paraît être la plus à même de respecter l'intérêt supérieur de l'enfant. Enfin, parce qu'elle repose sur la gratuité, elle s'avère également relativement économique. Les articles 1 à 4 s'inscrivent dans la logique de recherche d'une plus grande stabilité pour l'enfant,
cette même logique qui avait prévalu en 2016 avec la redéfinition du projet de l'enfant et l'inscription de la recherche de stabilité au sein des missions de l'ASE. Il s'agit en particulier d'adapter les procédures à l'âge de l'enfant en fonction du risque d'impact pour son développement et de lui apporter le plus rapidement possible une solution stable qui ne soit pas totalement excluante pour la famille biologique. Madame et Monsieur les rapporteurs, je comprends la prudence, faute de données suffisantes sur les évolutions de la loi de 2016. J'espérais justement que cette initiative permettrait d'en obtenir davantage. Dans cette proposition de loi, les mineurs isolés étrangers prennent une place particulière. Comme je l'évoquais plus tôt, au regard des données disponibles, leur situation semble différente des autres mineurs concernés par l'ASE. Il est vrai que pour ces adolescents, leur parcours migratoire peut les amener à une maturité plus précoce que des enfants élevés dans des cadres protecteurs, ce qui justifie pour certains de ne pas les prendre en charge. D'une certaine manière, leur situation se rapproche de celle de jeunes majeurs issus de l'ASE, que notre proposition de loi propose également de mieux accompagner. Nous savons qu'en réalité, la majorité est une fiction législative qui est d'ailleurs passée de 21 à 18 ans en 1974 par la seule volonté du législateur. Ainsi, au regard de notre droit, nous ne pouvons nous dispenser de les considérer encore comme des enfants, de leur offrir la protection que la minorité garantit, sauf à introduire des ruptures d'inégalité basées sur le seul critère de nationalité, ce qui n'est pas acceptable. Nous savons aujourd'hui que notre inaction les expose à des réseaux, à de la violence, et leur errance nourrit un climat d'insécurité qui ne convient à aucun d'entre nous. En particulier, leur difficulté d'ouvrir un compte bancaire renforce leur vulnérabilité en les contraignant de conserver leur argent en liquide avec eux. L'un d'entre eux est mort en février en tentant de conserver son pécule. Tous ceux qui ont accompagné ces jeunes savent à quel point la reconnaissance est un vecteur vertueux d'intégration. C'est pourquoi je propose quelques simplifications administratives destinées à leur permettre de s'insérer plus facilement dans notre société. Je ne néglige pas l'importance de l'effort budgétaire que ces mesures représentent pour nos concitoyens, mais je pense que la société s'enrichirait de la sensibilité de ces enfants et de ces jeunes au parcours moins rectiligne que bon nombre d'entre nous et que nous avons beaucoup à apprendre de leur résilience. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Alain Marc, rapporteur de la commission des lois, et vous avez 10 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. Les sujets abordés